Merci de choisir la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Le sommaire d'abord, affaire Ndiaga Diouf, le maire de Mermoz Sicap Sacré-Cœur à la barre. Barthélémy Diaz et 4 autres prévenus sont jugés par le tribunal correctionnel. Série de braquages dans les institutions financières. L'association des professionnels des banques et établissements financiers du Sénégal a saisi le ministère de l'Intérieur pour plus de sécurité. Banjul a retrouvé le calme, les activités économiques ont repris, mais de façon très timide. Le reportage de notre envoyé spécial dans la capitale gambienne. Dans le sud du Sénégal, le retour des déplacés gambiens dans leur pays est devenu problématique pour certains d'entre eux qui n'ont pas les moyens pour faire le chemin inverse. Le conseil municipal de Sindian demande à l'État de mettre en place un plan d'évacuation pour ces nombreux déplacés. 3 mois après son installation, le Haut Conseil des collectivités territoriales n'a pas encore d'activité. Certains membres de cette institution relativisent et annoncent un important travail de terrain prochainement. Et puis on vient de l'apprendre, indice de perception de la corruption, le Sénégal a gagné 1 point par rapport au classement de l'année dernière. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. L'actualité internationale, les titres. L'unité et la réconciliation nationale en Gambie, c'est l'appel du président de la commission de la CEDEAO à l'endroit du président Barrow. Contre le terrorisme, une force tripartite, c'est à l'initiative du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Donald Trump ferme ses portes à l'immigration. Des décrets seront signés en ce sens aujourd'hui par le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Le journal de la CAN aux alentours de 12h30. Ce sera avec Soda Thiam. Bonjour Soda. Bonjour Antoine Diouf. Le menu. Alors que 7 des 8 qualifiés pour les quarts de finale de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sont déjà connus, l'Égypte et le Mali se disputent à distance le dernier ticket ce mercredi à 19h à l'occasion de la 3e journée de la poule D. Égypte-Ghana à Port-Gentil, Mali-Ouganda à OM. Vous aurez la présentation des affiches avec Migui Maramdia et l'analyse avec Momar Tchoun, sans oublier les réactions du côté de la tanière avec notre envoyé spécial Cher Tidjan Diagne, l'instant Abdoulaye Diaw et puis Souvenir de Cannes avec Salif Diallo, journaliste à la PS. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye et la presse du jour seront au menu de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Barthélémy Diaz au tribunal correctionnel. Dans cette affaire Ndiaga Diouf, 4 autres prévenus sont également jugés. Le procès s'est ouvert il y a un peu plus d'1 heure. En direct du palais de justice Barthélémy Gom. Bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Quelles sont les dernières informations? Les dernières informations, vous retiendrez donc que le procès se poursuit ici, après quelques heures de retard bien sûr, parce que sur la quinzaine de prévenus, seuls 4 sont présents et les avocats de la défense même avaient demandé puis obtenu une suspension de l'audience, le temps de patienter un peu et d'attendre les autres prévenus. Barthélémy Diaz est arrivé à 10h30, ce qui a obligé d'ailleurs Aïssata Tall Sall à se fondre en excuses à l'endroit du président de la Cour, parce que le procès devait commencer depuis 8h30. Tous les prévenus à la barre, y compris même Barthélémy Diaz, n'ont pas reconnu les faits pour lesquels ils comparaissent devant le tribunal correctionnel. Les prévenus absents seront donc jugés par défaut. Il y a des avocats, Antoine, qui se sont constitués séance tenante et l'interrogatoire des prévenus, il faut noter, sur l'interrogatoire des prévenus, donc il faut noter que tous sont avoués devant la barre qu'ils ont été recrutés en tant qu'éléments de sécurité du Parti démocratique sénégalais. Certains ont perçu de l'argent et qu'ils ont quitté le siège du PDS pour atterrir à la mairie de Barthélémy Diaz. Tous ont reconnu avoir agi au nom du PDS sur leur propre décision d'ailleurs, sans l'aval d'aucun responsable libéral. Cet interrogatoire, Antoine Diouf, il faut le souligner, concerne le délit d'association de malfaiteurs. Bien sûr, il y a d'autres délits, mais le président a préféré vider
délit par délit. Cheikh Mbakiyou Sibi, c'est lui-même qui a déclaré à la barre que l'idée d'aller à la mairie de Barthélemy, à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur venait de lui et il voulait juste rencontrer Barthélémy Diaz étant donné qu'ils se connaissent pour lui demander d'arrêter les menaces à l'endroit de certains responsables du Parti démocratique sénégalais. Mais le procureur lui a demandé de quel droit il se permettait pour prendre une telle décision tout en sachant qu'il avait affaire à un responsable ou à un adversaire politique. Il a répondu qu'il était juste animé de bonne foi et qu'il voulait sensibiliser selon ses termes Barthélémy Diaz, ce que bien sûr le président et le procureur ne peuvent pas comprendre. Le procès se poursuit, Antoine, à la salle 4 du palais de justice qui commence déjà à faire le plein comparé à ce matin. Et jusque-là, l'interrogatoire des prévenus se poursuit avec les questions des avocats de la défense. Certains responsables sont là, bien sûr. On a aperçu Khalifa Sall, Omar Sarr, entre autres. Voilà ce qu'on peut retenir pour le moment sur ce procès de Barthélémy Diaz et de ses co-prévenus, Antoine Diouf. Barthélémy Ngom, merci. Rendez-vous donc à 13h dans l'édition à Wolof avec El Haj Hassan Gueye. Il est 12h05. RFM 94.0, la radio en fiston. Des cas de braquage dans les institutions financières, l'on en a noté depuis quelques semaines, que ce soit à Dakar ou dans l'intérieur du pays, il y a insécurité sur ce plan. Dernier exemple, le braquage d'une banque à Yembel avec 111 millions de francs CFA emportés. Nous en avons profité pour demander aux préposés à la sécurité dans ces institutions financières s'ils prennent des mesures pour dissuader les malfaiteurs, mais impossible de arracher le plus petit mot, Sornana Tambaye. Tout d'abord, nous nous sommes rendus dans une agence de microfinance située aux Parcelles Zasseni. Ici, 2 caissiers, un homme et une dame. Cette dernière est aussi la responsable du bureau. 3 ou 4 clients attendent leur tour et à côté, le vigile, des écouteurs dans les oreilles, s'est presque affalé sur une chaise. Pas d'armes visibles, pas de matraque, rien qui puisse dissuader d'éventuels malfaiteurs. La responsable déclare que l'endroit n'est pas tout à fait une agence et pourtant on y effectue des dépôts et des retraits. Un peu plus loin, vers Grand Yoff, une autre institution financière. Un agent de sécurité est posté à l'entrée et un second à l'intérieur. Tous les deux plutôt âgés. Le deuxième, chétif, possède une arme. Et quand on lui demande si elle fonctionne, il est fier de répondre par l'affirmative. Reste à savoir s'il aura les bons réflexes en cas de problème. Ici aussi, la chef d'agence nous renvoie à la direction générale. Comme beaucoup d'agences situées dans les quartiers, des gens entrent et sortent avec de petites ou grosses sommes d'argent. Mais personne ne semble être à l'abri. En tout cas, l'association des établissements, des professionnels, des banques et établissements financiers du Sénégal est préoccupée par la question. Elle a saisi le ministère de l'Intérieur pour plus de sécurité. Écoutons son directeur général. Il s'appelle Souleymane Soumaré. Il est joint par Babacar Fall. Lorsque ces braquages se font à l'intérieur des grandes agglomérations, ça devient inquiétant. Mais si c'est à l'intérieur du pays également, c'est inquiétant parce que une banque qui est attaquée une fois, 2 fois, ma foi, elle peut se poser des questions de savoir est-ce qu'il n'est pas plus judicieux pour elle de fermer cette agence ou même à freiner l'extension de son réseau alors que nous sommes en train d'aider avec la contribution de l'État ainsi que de la Banque centrale, d'aider à la bancarisation de notre cher pays. Et donc, au nom de toute la profession bancaire, nous nous offusquons de cela. Alors, figurez-vous que nous avons déjà pris à la demande de nos membres, nous avons pris la tâche du ministère de l'Intérieur pour voir avec eux les solutions à trouver. Évidemment, les solutions, elles sont en interne dans notre profession. La police sénégalaise est quand même très outillée, c'est une police expérimentée, équipée. Il y a des moyens, certainement, dont ils disposent pour pouvoir prévenir. Parce que les braquages, il y a trois étapes. Il y a l'avant-braquage, pendant le braquage et après le braquage. L'avant-braquage, la police et notre système bancaire doivent prendre ensemble des mesures de précaution, de prévention, de dissuasion. Pendant le braquage, il faut tout mettre en œuvre pour que l'alerte puisse être donnée à qui de droit afin que les interventions puissent se faire le plus rapidement possible. Mais il y a aussi l'après-braquage, les enquêtes minutieuses qui peuvent être faites, mais la procédure judiciaire, le déclenchement du système d'assurance, etc., etc. Donc c'est en cela que nous avons sollicité l'appui du ministère de l'Intérieur récemment. Et ça, nous
pensons que cela sera fait parce que nous avons pu avoir une oreille attentive au niveau de ce département-là qui promet de réagir le plus rapidement possible à notre requête, même si la police est déjà active sur le terrain, ce qui s'est prouvé d'ailleurs hier soir. Mais il y a lieu de le renforcer et surtout aller vers des mesures dissuasives de concert entre le système financier d'une manière générale globale, banque SFT, et de l'autre côté les autorités sécuritaires de l'État du Sénégal. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La capitale de la Gambie n'a pas encore retrouvé son ambiance habituelle au plan économique. Les activités sont timides, certains commerces n'ont toujours pas repris. Ce sont les effets de la crise post-électorale que la Gambie a vécu ces dernières semaines. Le reportage à Banjul de notre envoyé spécial, Jomaron. Dans les rues de Banjul, on circule comme on veut. Circulation sans peur ni crainte. Les activités ont repris, mais timidement. Boutiques et autres commerces attendent désespérément clients. À quelques mètres du State House, le palais présidentiel, Ousmane Diop s'active dans la réparation de matériel. Pour lui, beaucoup de choses sont à refaire ici. Je suis tellement fatigué, les étrangers ils sont fatigués ici, tout le monde ils sont fatigués, les citoyens qui habitent ici ils sont fatigués, mais maintenant nous sommes dans une nouvelle indépendance. Ousmane Diop et les autres attendent avec impatience les solutions proposées par le président Barrow. Calme dans la capitale, oui, mais les activités sont au ralenti. Banjul, Jomaron, RFM. Et c'est le temps du retour au bercail pour les nombreux réfugiés gambiens qui sont dans les communes du sud du Sénégal, mais ils n'ont pas les moyens pouvant leur permettre de rentrer. C'est pour cette raison, au conseil municipal de Sindian, l'on prône un plan d'évacuation de ces déplacés gambiens. Une affaire que l'État du Sénégal doit prendre en charge. Jiguenchor, Labinba. De petits écoliers, une centaine environ, dans une grande salle aménagée pour la circonstance, allient activités pédagogiques et récréatives. Ces enfants sont gambiens arrivés à Sindian pour fuir la crise post-électorale dans leur pays. Ils sont encadrés par un moniteur qui nous explique qu'il travaille avec eux sur des activités sur lesquelles ils sont censés être évalués en fin d'année. The activity that we are doing, because of most of the students they are coming to do their exams in June, so we have to prepare them for the exams. That's what we are doing, most of them. Ces innocents, qui sont pour la plupart les victimes collatérales d'une situation dont ils ne sont point responsables, ont pu bénéficier de l'accueil et de l'encadrement du gouvernement du Sénégal. Leur enseignant salue cette posture, mais il décrit des conditions de travail difficiles. We appreciate for the Senegalese government. We want to let them help them from learning materials. Il y en a parmi ces enfants ceux dont les parents désirent retourner en Gambie, mais faute de moyens, ils se voient obligés de rester encore sur place. C'est pourquoi Tamsir Djemé, le chef de village de Sindian, plaide un appui de l'État en faveur des familles de réfugiés qui désirent rentrer chez elles. Ces personnes s'apprêtent à retourner. Vraiment, nous lançons un appel à l'État pour que on vienne au secours aux populations de la Gambie qui veulent retourner. Le maire de Sindian, qui procédait à une remise de dons à ses familles, a justement saisi l'opportunité pour plaider lui aussi en faveur d'une mise en place d'un plan parallèle d'acheminement des réfugiés gambiens vers leur localité, comme cela est présentement en vigueur en Gambie. Nous avons vu de l'autre côté du gouvernement gambien, ils ont aussi déployé des bus publics le long de la frontière pour récupérer les populations déplacées et les ramener. Ils ont besoin aussi d'accompagnement financier pour aider à leur retour. Lamine Bassignan pour la Radio Futur Média. À Kaolakou, des élèves du lycée sénégalais de Banjul s'étaient réfugiés. L'inspectrice d'académie lance un appel aux parents et aux élèves pour que ces derniers regagnent leur établissement. D'après Khadijatou Diallo, les cours peuvent reprendre même demain. Elle annonce un déplacement en Gambie pour voir les mesures à prendre pour rattraper les heures de cours perdues. Correspondance Ibrahim Adjamé. En pleine crise, alors que tout le monde craignait l'embrasement de la Gambie, l'inspectrice d'académie de Kaolack avait demandé de ne pas trop vite aller en besogne en espérant au retour à la stabilité. Aujourd'hui, son souhait s'est réalisé. Madame Khadijatou Diallo demande aux élèves de l'école sénégalaise de Banjul de regagner rapidement leur établissement pour le redémarrage immédiat
des cours. Je voulais profiter donc de l'opportunité que vous m'offrez pour demander aux élèves de regagner les écoles et que le 26, demain, 26 janvier, jeudi 26 janvier 2017, les cours vont pouvoir redémarrer en Gambie dans les écoles sénégalaises de Gambie. Et je demande aux parents, j'invite les parents à prendre toutes les dispositions utiles pour amener leurs enfants au niveau des établissements. Et que très rapidement, nous voulons cela, parce que si nous démarrons cela à partir du jeudi, le lundi prochain, Inch'Allah, tous les cours normalement devraient démarrer. Il est connu, les élèves ont perdu beaucoup de temps, mais l'inspectrice tient à les rassurer. Tout ce temps perdu sera rattrapé, dit-elle. Nous allons nous rendre en Gambie, Inch'Allah, pour rencontrer l'ambassadeur, rencontrer les proviseurs, le proviseur du lycée, le directeur d'école, la directrice du préscolaire, pour voir ensemble, plus maintenant les parents d'élèves, les enseignants, voir quel est le dispositif que nous allons mettre en place pour rattraper les cours qui ont été perdus par les élèves. Le lycée sénégalais de Banjul compte à son actif 576 élèves, dont les 93% sont de nationalité sénégalaise. Ibrahim Djamé Kaolak, Radio Futur Média. Délocalisation de la baie d'Anne, selon le collectif des habitants de Mbaopel, l'Office national de l'assainissement du Sénégal est sur le point de débuter les chantiers. Pendant ce temps, certaines populations établies sur le site non loin des ICS Mbao ont reçu leurs indemnisations alors que ce n'est pas le cas pour d'autres. C'est pourquoi le dit collectif demande l'indemnisation de tout le monde. Isidore Alexandre Sen. À Mbaopel, les populations riveraines ne sont pas contre la délocalisation en partie de la baie de Anne, mais elles sont contre la démarche des autorités. Souleymane Sy, président du collectif des victimes. On a un problème parce qu'on doit installer le baie de Anne chez nous ou à Petit Mbaopel. Ça fait presque plus de 4 ans. On s'y opposé. Mais comme c'est un problème d'État, on a laissé. Ils nous ont dit qu'ils vont nous dédommager. Depuis lors, on a beau attendu jusqu'à ça doit faire 3 mois. Ils ont dédommagé quelques-uns de nous. Mais depuis lors, nous le reste, on n'a rien vu. Absolument rien. Nous sommes une 50aine de personnes. En croire Souleymane et ses camarades, l'ONAS est sur le point de démarrer les travaux alors que les propriétaires de terrain sur le site, du moins certains cours derrière leur indemnisation. On a tout. On a déposé ça à la préfecture de Guédiawaye. Le projet n'a pas encore démarré, mais on a eu des échos qu'ils ont amené certaines machines qu'ils ont déposées dans la zone franche. On a eu des échos. Ces habitants de Mbaopel soupçonnent un parfum d'expropriation sans réparation. Le collectif des victimes exige des informations de la part des responsables en charge du projet de délocalisation de la baie. Nous voulons des informations justes et vraies. Le démarrage du chantier est imminent d'après les victimes qui ajoutent qu'il n'est pas question de céder face à une quelconque pression. Isidore Alexandre Senbao, RFM. En plus bref, la campagne de commercialisation de l'arachide se déroule bien selon le directeur de l'agriculture d'après Oumar Sané. À la date d'aujourd'hui, il y a 179 000 tonnes d'arachide qui ont été collectées, une production qui dépasse de très loin celle de l'année dernière. Vous l'entendrez lors de nos prochaines éditions. En politique, que fait le Haut Conseil des collectivités territoriales? Pas encore d'activité 3 mois après son installation. Des membres de cette institution dirigée par Ousmane Tanor Dieng le reconnaissent mais relativisent. D'après eux, il y aura une feuille de route bien remplie et un important travail sera fait sur le terrain. El Hadj Diogoyen. Depuis qu'ils ont été installés le 31 octobre dernier, les 150 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales n'ont à leur actif que la mise en place de leurs bureaux et commissions ainsi que l'adoption d'un règlement intérieur. L'institution peine à bouger véritablement. Cheikh Gueye, maire de Dieuppeul et membre du HCCT. Je ne suis pas encore informé d'une convocation du HCCT pendant cette période. Maintenant, nous restons à l'écoute. Et une fois que le Conseil est convoqué, certainement, on va procéder à finaliser tous les documents et textes et se mettre véritablement au travail. C'est pas à moi en tant que membre de déterminer le rythme de fonctionnement du HCCT. Nous, en tant que membres, nous sommes là, nous attendons. Mais pour le vice-président du Haut Conseil, le travail se passe normalement. Le Haut Conseil des collectivités locales a une vocation de capter des informations en provenance des collectivités locales, de les analyser et de formuler des recommandations. Vous savez bien que ça, c'est plutôt un travail intellectuel que tintamarre. Maël Thiam souligne que beaucoup d'activités sont prévues pour rapprocher l'institution des populations. Nous allons
allons faire plusieurs rencontres avec les acteurs des collectivités territoriales, à savoir les maires, les présidents de conseils départemental. Nous allons également rencontrer les populations, n'est-ce pas, organisées dans des associations. Nous allons rencontrer tous les acteurs, n'est-ce pas, censés pouvoir nous donner des informations en ce qui concerne les difficultés que rencontrent les collectivités locales, dans la perspective de formuler, n'est-ce pas, une recommandation au président de la République. La création du Haut Conseil des collectivités territoriales avait suscité une vive controverse. Beaucoup de citoyens considèrent la CCT comme une institution inutile et budgétivore, mais ses membres entendent se battre pour prouver le contraire. C'était un des titres de cette édition, indice de perception de la corruption. Le Sénégal a gagné 1 point par rapport à l'année dernière, mais notre pays est toujours dans la zone rouge. Il est 45e sur 100. Les détails de ce rapport lors de nos prochaines éditions. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Binta Diallo. Merci Antoine. Le président de la commission de la CEDEAO salue l'issue de la crise politique en Gambie. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction émanant du service communication de la CEDEAO, le président de la commission de l'organisation sous-régionale se réjouit de l'issue pacifique de la crise post-électorale en Gambie. Marcel de Souza félicite les forces de l'ECOMIG, mission CEDEAO en Gambie. Il a également loué les efforts fournis par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a par ailleurs rappelé le nouveau président Adama Barrow à privilégier l'unité nationale et la réconciliation de tous les Gambiens. Niger, Mali et Burkina Faso, une force tripartite contre le terrorisme. 3 pays ouest-africains qui viennent d'unir leurs forces pour mieux faire face au terrorisme. Une décision prise par les présidents du Niger, Mohamedou Issoufou, Roch Marc Kaboré du Faso et Modibo Keïta, le premier ministre du Mali. Les détails avec Daouda Diouf. C'est là pour nous, Force multinationale de sécurisation de l'Iptako Gourma. Cette force regroupe le Mali, le Burkina et le Niger. Ces militaires vont lutter contre l'insécurité dans la zone de l'Iptako Gourma qui est à cheval sur les 3 frontières en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes. Cette force va aussi servir à la mutualisation de leurs moyens de renseignement, de leurs capacités militaires opérationnelles pour faire face à la situation sécuritaire dans cette zone. Cette nouvelle force est à l'image de la force multinationale mixte créée par le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun qui combat depuis 2015 le groupe islamiste armé Boko Haram. Il faut dire que c'est à l'issue d'un sommet de l'autorité de l'Iptako Gourma, une institution créée en 1970 pour développer cette zone, qui abrite 45% de la population totale du Niger, du Mali et du Burkina, que la force multinationale de sécurisation a vu le jour. Daouda Diouf, la Somalie se réveille avec un attentat sanglant. 7 morts, 2 véhicules ont explosé ce matin aux abords d'un hôtel situé au centre de Mogadiscio, la capitale. Après cette explosion, les Chebabs sont entrés dans l'hôtel, coup de feu entre les rebelles et les forces de sécurité. Au Koweït, un prince et 3 femmes ont été exécutés aujourd'hui. Ils ont été condamnés à mort dans des affaires de droit commun. Parmi les exécutés, un prince de la famille régnante des Al-Saba. L'annonce a été faite par le procureur général du Koweït aujourd'hui. Le prince Cheikh Faisal Abdallah Al-Jaber Al-Saba a été pendu aujourd'hui pour avoir tué par balle un autre membre de la famille royale. Le président des États-Unis d'Amérique ferme les portes de son pays à l'immigration. Donald Trump, il met sa menace à exécution. Premier acte aujourd'hui, signature de décret limitant l'octroi de visas, l'accueil de réfugiés et l'immigration. Promesse de campagne électorale que le président des États-Unis d'Amérique exécute alors, selon Washington Post et CNN. Voilà qui met un terme à cette page internationale, Antoine. Merci, Binta. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, signée Mbaye Sidi Mbaye. Le match Sénégal-Algérie de lundi soir m'a inspiré cette chronique. Comme pour toute activité humaine, je suppose que dans la formation de footballeurs, il y a des règles de guidance comportementale visant à développer l'esprit sportif, l'acceptation de la nécessité d'un adversaire pour se mesurer, le respect de l'adversaire, la dignité, c'est-à-dire gagner dignement, perdre dignement, en somme, la notion de l'honneur. La compétition sportive est toujours
une découverte de l'autre et de ses méthodes, de sa puissance, sa conception du jeu, reste-t-il loyal dans le jeu, quelles que soient les circonstances? Lundi soir, dans le dernier match de qualification Sénégal-Algérie, si je ne me trompe, on a compté au moins 25 fautes marquées par la violence, mais surtout des sanctions d'actes volontaires, intentionnels, souvent semblables à des agressions. À chaque fois, les auteurs de tels comportements devaient se dire qu'ils sont sortis de l'esprit du jeu, qu'ils sont hors jeu. C'est le sens qu'il faut donner au coup de sifflet de l'arbitre, sanctionnant une violence faite à l'adversaire. Il arrive même, hélas, quelquefois, que de tels actes engendrent des représailles de l'autre camp. Alors tout le monde est hors jeu, hors du jeu. On est sorti des règles sportives. La motivation n'est plus de se mesurer dans l'équité, le respect des règles et de l'adversaire. Elle est dans la victoire coûte que coûte, par tous les moyens et avec tous les moyens, illégaux même. Je pense qu'on en est arrivé à ce point lundi soir, et c'est bien dommage, car des deux côtés, des acteurs sont restés loyaux avec l'esprit sportif. La balle est donc dans le camp de l'autorité, c'est-à-dire la CAF, qui doit affiner sa vigilance en outillant mieux ceux qui, en dernier ressort, doivent trancher sans trembler dans l'esprit des Olympiades. Bartlemingom, bonjour. Bonjour. 111 millions de francs CFA, c'est le montant que des braqueurs de l'agence Ecobank de Yeumbeul ont emporté avant-hier dans la nuit. L'observateur dresse le récit d'un braquage sanglant avec notamment des échanges de tirs entre le gang et la police. D'ailleurs, souligne mon confrère, un des assaillants a été blessé et leur véhicule retrouvé. L'Obs renseigne que la police scientifique et la sûreté urbaine se sont saisis de l'affaire pour trouver des indices. Les Échos qualifient l'acte d'un film Far West. Des gangsters encagoulés et armés jusqu'aux dents qui braquent une banque. Le journal décrit les assaillants. Ce sont des gangsters géants aux muscles saillants de teint clair. Ils sont partis avec 111 millions de francs CFA. Le journal qui jette le regard dans le rétroviseur mentionne que c'est le deuxième braquage à main armée à Yeumbeul en l'espace de 15 jours, car les brigands avaient dévalisé également l'agence Western Union du croisement Tali Diallo et celle de la commune de Kermassar établie à l'arrêt dénommé marché de l'unité 14 des parcelles Zasseni. Et bizarrement, ils ont tout le temps réussi leurs différents coups. Coup réussi, oui, car la tribune signale que les assaillants disparaissent avec 111 millions de francs CFA. La même bande aurait sévi à Diamaguène, Thiaroye, Yeumbeul, Asegna. Ce qui fait dire à mon confrère de la tribune que depuis plus d'un mois, la banlieue de Dakar est victime de cambriolages, les unes plus rocambolesques que les autres. Réumi Quotidien jette un regard sur la Gambie et souligne les leçons à tirer. Première leçon, le dictateur ne séduit plus personne, surtout que Jammeh a régné dans la terreur. Parmi les leçons à tirer du départ de Babili Mansa, le manque de coopération du MFDC qui a démontré que Jammeh ne pouvait pas compter sur lui pour voir prospérer son régime. Enquête signale que l'ex-dictateur a pris ses quartiers dans la place de Théodore Obiangema située dans sa ville natale. Jammeh planqué à Mongomo, titre enquête qui retient et fait retenir qu'avec le choix de la Guinée équatoriale, Yaya Jammeh espère une longue période d'impunité. Le quotidien embrayé avec l'abrogation des a été levé. En plus, les parlementaires réunis en session spéciale ont aussi abrogé la prolongation du mandat de 3 mois du président déchu. Enquête reprend et informe qu'Adama Barrow a différé son retour en Gambie et a demandé à la CEDEAO de maintenir ses troupes. Direct info sur la position du khalife général des Mourides sur la crise gambienne. Serigne Sidi Mokhtar Mbacké avait demandé à Adama Barrow de rester serein car convaincu que tout allait rentrer dans l'ordre. Voilà ce que le khalife avait dit à l'émissaire de Adama Barrow envoyé à Touba. L'observateur jette un coup d'œil sur les premières mesures d'Adama Barrow. Il trébuche au premier pas, constate mon confrère, pour avoir nommé une vice-présidente atteinte par la limite d'âge. Et face aux premières contestations, Adama Barrow promet de rectifier le tir. L'affaire Ndiaga Diouf, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès. L'AS voit un Barthélémy Diaz face à son destin. 5 ans après la fusillade à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, c'est ce mercredi que l'affaire sera plaidée à la barre du tribunal correctionnel en audience spéciale. Une affaire pleine de rebondissements au gré des orientations politiques du principal mis en cause, Barthélémy Diaz,
note L'As quotidien. Diaz donc face à son destin et dans Vox Populi, son avocat parle. Maître Aïssata Tall Sall déclare « Nous avons tous les éléments nécessaires pour démonter l'accusation ». Libération dévoile de son côté les éléments de l'audit du cabinet BSC. C'est la face visible de l'iceberg car selon le journal, les auditeurs ont relevé d'autres faits assez graves à Dakar Demdik. La coalition des fraudeurs a été débusquée, de sérieux problèmes signalés dans l'exécution de plusieurs marchés avec notamment des prix maquillés. Libé dit tout sur l'audit et repasse sur les traces de la coalition des fraudeurs. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur va déposer un préavis de grève si l'on en croit Sud Quotidien qui renseigne que le bureau exécutif national a obtenu l'aval de la base. Le préavis sera donc articulé autour de 2 points, notamment l'accord portant modification de la loi 6133 du 17 juin 1961 et une évaluation du budget des universités publiques et son utilisation. Le soleil sur l'accès à l'eau potable à Kaolack et Kaffrine. Un contrat d'affermage cible 1,5 million de personnes. Il a été signé entre le Fort et la société Flex Eau en présence de Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique, et du secrétariat chargé de l'hydraulique rurale, Jen Faye. Le sport pour terminer, pour parler des primes de qualification en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 209 millions de francs CFA sur les Lions, mentionne Vox Sport. Bonne lecture. RFM, la météo. Le temps clément va persister sur une bonne partie du territoire, notamment dans les régions nord et centre où les températures journalières vont évoluer entre 30 et 35 degrés. La chaleur sera un peu plus notée dans la zone sud où des maximums de 36 à 38 degrés seront relevés. La fraîcheur nocturne et matinale sera fortement marquée sur le pays, plus particulièrement sur la moitié nord, avec des minima qui vont tourner autour de 14 degrés et les visibilités seront globalement bonnes. Fin de cette édition, voici le rappel des titres. Antoine. Affaire Ndiaga Diouf, le maire de Mermoz Sicap Sacré-Cœur à la barre, Barthélémy Diaz et 4 autres prévenus sont jugés par le tribunal correctionnel. Série de braquages dans les institutions financières. L'Association des professionnels des banques et établissements financiers du Sénégal a saisi le ministère de l'Intérieur pour plus de sécurité. Indice de perception de corruption, le Sénégal a gagné 1 point mais demeure dans la zone rouge. Banjul a retrouvé le calme, les activités économiques ont repris mais de façon très timide. Notre correspondant ou notre envoyé spécial à Banjul était donc dans cette édition. Dans le sud du Sénégal, le retour des déplacés gambiens dans leur pays est devenu problématique pour certains d'entre eux qui n'ont pas les moyens pour faire le chemin inverse. Le conseil municipal de Signan demande à l'État de mettre en place un plan d'évacuation pour ces déplacés. Et puis cette information que nous allons découvrir ensemble, le président Adama Barrow rentre demain en Gambie. Information Radio France Internationale. 3 mois après son installation, le Haut Conseil des collectivités territoriales n'a pas encore d'activité. Certains membres de cette institution relativisent et annoncent un important travail de terrain prochainement. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop et réalisation El Hadj Ndiogoudjen. À 13h, El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, Soda Thiam, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Tout de suite, le journal. Antoine Diouf. Tout de suite, le journal. Antoine Tout Diouf. de suite, le journal. Antoine Tout de Diouf. suite, le journal.